bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement au blues de janvier. Pourquoi ça nous arrive d'avoir le cafard et comment traverser cette période sans pression. Ensuite, on s'active sur les earworms, ou les chansons qui nous restent en tête. Et pour finir, on se demandera si le politiquement correct aide-t-il ou freine-t-il la liberté d'expression. Allez, c'est parti! Est-ce que toi aussi tu te sens un peu à plat en ce début d'année ? Dans une enquête menée par New Pharma auprès de plus de 1000 Français, 16% se déclarent déprimés en période de blues hivernale et plus de 29% déclaraient manquer d'énergie. Janvier est souvent présenté comme le mois du renouveau, principalement pour le commencement d'une nouvelle année. Mais pour beaucoup, c'est tout l'inverse. Après les fêtes, tu dois sûrement te sentir fatigué. Normal, c'est le retour à la routine, la météo est morose, surtout avec ce temps enneigé, et sans oublier la pression de tenir les résolutions. T'inquiète, je suis là pour dédramatiser ce blues que tu ressens. C'est tout à fait normal, c'est fréquent et souvent temporaire. Mais c'est quoi d'abord le blues de janvier ? À ne pas confondre avec le genre musical, le blues de janvier est une baisse de morale passagère où l'énergie vient à te manquer. La motivation fait des montagnes russes, tandis que toi, tu attends dans une queue qui n'avance pas des masses. Et tout ça, ça s'accompagne d'un sentiment de vie après l'excitation de décembre. T'as sûrement bougé pour les fêtes qui se sont vite enchaînées, mais tu n'as pas à le culpabiliser, si t'es pas motivé, c'est pas grave. Par contre, on n'associe pas le blues de janvier à de la dépression. La dépression est une maladie mentale à prendre au sérieux. Elle n'est diagnostiquée qu'avec l'aide d'un professionnel de santé. Mais il faut que tu restes attentif parce que si ton blues dure ou s'intensifie, tu peux avoir besoin d'aide. Mais c'est quoi les principaux points qui peuvent aggraver ton blues de janvier ? Si tu veux être productif trop vite, si tu te compares constamment aux autres, si tu te forces à aller bien en te disant que ça passera, tout en négligeant le repos, là c'est sûr, tu vas vite te surmener et te fatiguer pour pas grand chose. Mais alors, comment mieux gérer ce blues de janvier ? Tout d'abord, il faut accepter au lieu de lutter. Si tu t'autorises à ralentir et que tu te rappelles que janvier n'est pas une course, ça devrait plutôt bien se passer. Ensuite, si tu n'arrives pas à te tenir aux résolutions que tu as prises, peut-être qu'il est important que tu y repenses. Si tu as moins d'objectifs et plus d'intentions, alors tu penses en petites actions. Puis, il faut que tu prennes soin de ton énergie. Essaie de te poser au soleil pour prendre de la vitamine D. Fais attention à ton sommeil et à ton alimentation. Et de temps en temps, sors même si tu n'as pas très envie. Ça évitera de t'isoler petit à petit. Créer du réconfort est l'une des clés essentielles. Prends du temps pour toi, fais des activités qui te font du bien, juste pour kiffer un bon coup. Et enfin, il est important d'en parler et de partager. Si tu mets des mots sur ce que tu ressens, tu normalises ces périodes avec les autres et ça fera du bien à tout le monde. Janvier n'a pas besoin d'être extraordinaire. C'est juste un mois de transition, de douceur et d'ajustement. Et puis, tu te dois bien d'être bienveillant avec toi-même, tu le mérites amplement. Et si, au lieu de te demander ce que tu vas accomplir pour cette année, tu te demandais comment tu veux te sentir ? Pourquoi certaines mélodies s'invitent dans notre cerveau et refusent de partir ? Tu dois sûrement connaître ce phénomène où une chanson tourne en boucle dans ta tête sans que tu le veuilles vraiment. On l'appelle en anglais un earworm ou ver d'oreille pour mes non-anglophones. Perso, ces derniers jours, je n'arrive pas à retirer le passage de notre boss lady de la chanson Mélodrame. C'est le passage où elle dit poche pleine, surtout sur les yeux. Oui, je fais pas de talent de chanteuse, mais au moins je respecte les droits d'auteur. Mais la science a trouvé un moyen de nous expliquer pourquoi ça nous arrive. Les chansons répétitives ou avec des motifs simples s'ancrent facilement dans la mémoire, ce qui fait que ton cerveau aime les séquences prévisibles, mais pas trop. En fait, il faut un juste milieu qui accroche à ton cerveau. Alors une partie de ce dernier continue de répéter la mélodie en mode automatique, souvent même quand tu penses à autre chose. Mais pourquoi c'est fascinant ? Les earworms sont universels et touchent tous les âges. Ils peuvent être plaisants ou agaçants selon la chanson que ton cerveau décide de passer en boucle. Et il révèle la puissance de la musique sur notre cerveau et de notre mémoire. Je t'entends déjà de me supplier de te dire comment t'en débarrasser, ou mieux, s'en servir. Écouter la chanson en entier aide à briser la boucle dans laquelle ta tête s'y est mise. Ensuite, tu peux la chanter ou la jouer avec une autre mélodie pour la remplacer. Tu peux tout aussi transformer l'earworm en créativité en t'inspirant pour écrire, danser ou même composer quelque chose qui te ressemble. Ces petites boucles musicales nous rappellent que le cerveau humain est curieux, créatif et parfois même un peu têtu. Oui, parce que le plus grave dans tout ça, c'est quand tu ne sais pas quelle chanson ton cerveau te chante depuis des jours, soit tu te rappelles plus de l'avoir entendue, au pire, impossible de la retrouver. Et toi, quelle chanson t'est restée en tête récemment ?
Le politiquement correct désigne l'usage d'un langage ou de comportements visant à ne pas offenser certains groupes sociaux comme les minorités, les genres, les cultures et les religions. C'est un sujet très actuel sur les réseaux sociaux, les débats en public, les médias, les écoles et parfois même dans les entreprises. Mais alors, le politiquement correct protège-t-il la société ou limite-t-il le droit de s'exprimer librement ? Alors oui, le politiquement correct aide à la liberté d'expression. Il permet de protéger des minorités en évitant des propos discriminatoires ou haineux qui empêchent certains groupes de s'exprimer. Cela facilite la participation au débat sans subir des stigmatisations. Les mots façonnent la pensée, un langage respectueux permet une discussion plus ouverte. Comme me disait le philosophe français Gaston Bachelard dans La poétique de la rêverie, je cite, « Les mots sont des instruments de connaissance ». Dans certains contextes, comme les écoles ou les entreprises, le politiquement correct encourage les gens à partager leurs idées sans peur de l'attaque personnelle. Et historiquement, le langage a évolué pour diminuer les discriminations et le racisme. Je pense notamment à l'ancienne appellation du chocolat meringué. Bien évidemment, son ancienne appellation est inappropriée et offensante envers la communauté noire. D'un côté, non. Le politiquement correct freine la liberté d'expression. Certaines personnes hésitent à parler par peur de mal dire les choses, ce qui restreint le débat authentique. Par exemple, il m'arrive de faire des phrases non genrées en galérant, bien sûr, pour éviter de blesser une personne qui n'est pas en raccord avec le genre qu'on lui a attribué. Certaines blagues, œuvres artistiques ou des idées provocatrices sont évitées par crainte de choquer. Par exemple, je pense notamment à l'humoriste britannique Alan Davies, qui a explicitement indiqué que les comédiens s'autocensurent en modifiant leur matériel par peur de réaction ou de cancel culture. Le politiquement correct peut devenir un outil social pour imposer certains nombres et réduire le pluralisme des idées. Par exemple, les publications ou opinions qui sortent du consensus sont parfois qualifiées de politiquement incorrectes et supprimées, même si elles ne sont pas une incitation à la haine. Quand toute expression est analysée pour détecter le moindre risque d'offense, le débat devient paralysé et anxiogène. Par exemple, des enseignants d'école hésitent à aborder certains sujets historiques sensibles comme la colonisation ou la religion par peur de choquer les élèves ou les parents, en limitant ainsi le débat pédagogique. Cet exemple m'évoque Samuel Paty, un professeur d'histoire géo qui s'est fait décapiter en 2020 par un parent d'élève pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet publiées dans le journal satirique Charlie Hebdo. Entre parenthèses, si Charlie Hebdo t'intéresse, j'en parle dans l'épisode 7. Mais bon, on s'écarte un peu du débat, non ? Le politiquement correct protège certains droits et favorise le respect, mais s'il est poussé à l'extrême, il peut créer de la peur et limiter l'expression authentique. Pour toi, où se situe la limite entre respect et restriction ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.